Madame, Messieurs, nous sommes toujours dans cette émission Le Débat, une émission qui a été conçue par le Conseil national de la communication, notamment par la Commission d'accès équitable aux médias publics, en ce qui concerne donc les candidats qui briguent les suffrages des populations pour le scrutin du 30 août, prochain scrutin présidentiel. Après Paul Mba Abessol, nous recevons maintenant Luc Bengon Nsi. Alors, avant d'arriver à lui rapidement, eh bien, au cours de ma vie, je me suis consacré à la lutte de mon peuple. J'ai lutté contre la domination blanche et j'ai lutté contre la domination noire. J'ai défendu l'idéal d'une société libre et démocratique dans laquelle tous vivraient en harmonie et avec des chances égales. J'espère vivre pour réaliser cet idéal, mais s'il le faut, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Cette citation est de Nelson Mandela, qui a longtemps lutté contre l'apartheid, et cette citation figure dans Le temps du changement, 101 propositions pour sauver le Gabon. Monsieur le Président Luc Bengon Nsi, avez-vous un commentaire à faire rapidement sur ça? Merci bien. Je voudrais d'abord que nous observions une minute de silence à la mémoire des martyrs de ce pays. Je considère tous les morénistes qui nous ont précédés comme étant des martyrs, parce que certains sont partis à cause des séquelles que nous avons reçues lorsque nous étions en prison. À cela, nous pouvons ajouter les victimes du coup d'État de 1964 et des personnes comme Martine Olabou, comme Avaro et comme bien d'autres. Nous pensons qu'au moment où nous nous battons pour la liberté du Gabon, au moment où nous nous battons pour la démocratie, nos pensées devront aller vers ces différentes personnes qui nous ont quittés. Je vous en prie. Merci beaucoup. Bien. Quant à la citation, je voudrais rappeler que cette déclaration a été faite devant un jury en Afrique du Sud. Pardon. Nelson Mandela se défendait devant le jury et avait prononcé cette phrase. Nous citions le combat du mouvement de redressement national exactement dans le même contexte, parce que lorsque nous disons contre les Blancs, vous êtes sans ignorer que le Gabon tout entier aujourd'hui est couvert des grosses entreprises françaises, ces entreprises françaises qui tiennent réellement l'économie gabonaise en main contre les Noirs, les milieux européens qui semblent nous avoir donné l'indépendance. On utilise les différentes autorités et les personnes politiques de nos pays pour mieux faire asseoir leur volonté. Donc nous citions l'action du mouvement de redressement national qui demande l'indépendance de ce pays, qui demande l'exercice de la souveraineté dans le contexte de ce qu'a dit Nelson Mandela à cette occasion. Merci Luc Bengono Nsi. Bien, je synthétise votre carrière politique ou encore votre curriculum vitae. Vous êtes né à Ewong par Bitam en 1946. Pardon? À Ewong, donc par Bitam en 1946. La carrière politique, vous êtes membre du mouvement de redressement national, le Morena, en 1981. Vous êtes président du Morena depuis le congrès du 28 octobre 2006, vice-président du Morena lors du congrès de juillet 1993, chargé de l'idéologie du parti de 91 à 93. Je vais un peu plus bas. Vous êtes, comme vous l'écrivez vous-même, arrêté le 27 novembre 1981, condamné par la Cour de sûreté de l'État à 20 ans de prison et 10 ans d'interdiction de séjour. La carrière professionnelle, également une carrière très riche. Vous êtes inspecteur principal du Trésor à la retraite, officier de l'Étoile équatoriale de 1999 à 2001,
agent comptable du centre hospitalier de Libreville et du centre national de transfusion sanguine. Je vous épargne du reste, mais je dirais quand même qu'en 1969, de 1969 à 1973, vous êtes chef de service des collectivités locales à la trésorerie générale du Gabon. Vous avez servi à Makokou, à OIM, un peu partout, comme agent comptable de l'Assemblée nationale également. Et puis, en 1968, vous êtes diplômé de l'École nationale des sciences extérieures du Trésor Paris 1er, promotion Jean Moulin, c'est toujours une précision importante. Autre activité que vous menez, de 1970 à 1981, vous êtes le président de l'amicale des agents du service du Trésor public. Donc ce sont des hobbies comme ça. Vous êtes président de l'association des parents d'élèves des écoles d'application du boulevard Léon Bas. Vous êtes marié et père d'une nombreuse famille. Alors, ce curriculum qui vient d'être synthétisé, vous avez quelque chose à dire par rapport à ce que j'ai sorti de ce curriculum vitae? Mais il est assez sobre. Je crois quand même qu'il décrit une bonne partie de ma vie. Nous n'avons pas besoin de tout étaler devant la caméra. Je crois que ceux qui me connaissent peuvent se retrouver dans tout ce que vous venez de lire. Merci beaucoup. Je précise tout simplement qu'il y a un passage important sur lequel je veux m'appesantir. C'est la prison. Nous avons fait 3 ans de prison. Nous avons été condamnés par la Cour de sûreté de l'État. Et je m'amuse depuis un certain temps à voir qu'au Gabon, il y avait autant de personnes qui voulaient faire de la politique. Vous comprenez? Nous nous sommes battus. Nous nous sommes battus pendant longtemps comme si, dans ce pays, d'autres personnes n'acceptaient pas que le pays était mal géré. D'autres personnes qui font de la politique, mais qui vous ont ravi la vedette, non? Je ne sais pas s'il m'a ravi la vedette, parce que je ne cours pas derrière eux, mais je me bats pour que le peuple gabonais accède à sa souveraineté, pour que le Gabon soit un pays indépendant. Mais on dit que vous avez voulu faire cavalier un peu seul aussi. Pourquoi? Je me pose bien la question, parce que ce sont des interprétations que les gens donnent. Il y a certains dossiers ou certains problèmes que certains milieux également ne veulent pas examiner. Nous ne faisons pas cavalier seul, puisque nous faisons partie des PPO et nous sommes membres également du comité, enfin, comment on appelle ça, le comité des candidats. Donc je ne vois pas pourquoi et comment on peut penser que je sois seul. Le point sur lequel je voudrais insister ici, c'est que notre combat ne vise pas à ce que nous puissions avoir des avantages personnels. Nous nous battons pour le peuple gabonais. C'est la grande différence qui existe entre certains et nous. Parce qu'aujourd'hui, je peux le dire avec beaucoup de solennité, nous avons l'impression qu'on occulte certains dossiers qui conditionnent d'ailleurs la vie des Gabonais au profit des problèmes les plus courants qui ne sont pas toujours d'une très grande importance. Bon, alors, on va ouvrir le débat avec la rubrique politique. Marinette Ngonga est en face de vous, avec elle vous allez vous entretenir de ces différentes questions. Bonjour madame. Je crois qu'on a eu l'occasion de se rencontrer 1 ou 2 fois au cours de mes conférences de presse qui ne sont pas relayées par la presse d'État. Ce sont des faits qui font aujourd'hui qu'on dise qu'on veuille faire cavalier seul. Nous avons fait des conférences de presse dans ce pays et la plupart des Gabonais disent qu'ils ne me connaissent pas, alors que la presse d'État aurait dû publier, relayer nos différentes prises de position. Le mouvement de redressement national est le premier parti d'opposition. On devait, par conséquent, nous accorder suffisamment de considération. Nous pensons qu'en Pologne, Solidarité avait commencé ses activités au même moment que le Morena. Et Lech Walesa est devenu président de la Pologne. Nelson Mandela. C'est un ancien syndicaliste. Voilà, mais non, il a fait de la politique. Il s'est battu pour la Pologne et la Pologne a accédé à sa liberté. Voilà, monsieur Luc. Et le peuple a été reconnaissant à la solidarité. Et la même chose en Afrique du Sud. Or, au Gabon, on fait fi
des efforts et des sacrifices que les membres du mouvement de redressement ont fait. Et nous craignons quand même que toutes les dispositions soient prises pour cacher tous ces événements. Alors, M. Luc Bengono-Onsi, je rappelle quand même que vous êtes passé déjà à la RTG chaîne 1 sur plusieurs émissions, notamment l'émission Controverse. Et aujourd'hui, on vous donne l'occasion, avec Marinette justement, de dire ce que vous avez prévu pour le Gabon dès que vous êtes élu président de la République. Marinette. Merci Mathieu. Monsieur Luc Bengono-Onsi, bonsoir. Bonsoir, madame. Je constate, monsieur Luc Bengon, que vous êtes un fervent défenseur de la liberté. Oui. Vous dites que vous avez milité en faveur de la liberté, de la défense et de la protection de la liberté depuis 80 à nos jours. 80. Mais malgré, vous avez mené ce combat en 90, vous avez quand même réussi par la démocratie. Mais aujourd'hui, de 90 à maintenant, quel bilan faites-vous de la démocratie au Gabon? Merci, madame. Je pourrais vous rappeler d'abord un élément suffisamment important. Quand on nous avait arrêtés en 81 et au cours de l'interrogatoire, on m'avait posé la question de savoir pourquoi nous avions rédigé le livre blanc. J'ai répondu à ce colonel français que nous avons rédigé le livre blanc pour provoquer un choc duquel résulterait un débat national. Ce débat a eu lieu 9 ans plus tard. C'était la conférence nationale. Nous avons pris part à la conférence nationale. Certaines dispositions ont été prises. Malheureusement, cette conférence qui aurait dû comporter des éléments ou des membres comme ceux du PDG, ceux du Morena, quelques éléments de la société civile, les religieux, a eu un nombre de participants qui, à notre avis, nous le craignons, a pu faire en sorte que le résultat ne soit pas nécessairement le résultat espéré. Néanmoins, ce que nous avons eu a tenu pendant quelques années. Dès que le PDG a retrouvé sa majorité qualifiée à l'Assemblée nationale et au Sénat, le PDG a pris des dispositions pour retirer de la Constitution de 1991 tous les attributs démocratiques, en essayant de revoir cette Constitution dans la journée et compter les quelques amendements. Je crois qu'on est arrivé à près de 110 amendements sur la Constitution de 1991, si bien qu'aujourd'hui, nous n'avons plus la Constitution qui nous garantissait toutes les libertés, madame. Le point que je puisse faire, nous sommes en face d'un cas concret. En 1991, l'élection était prévue à 2 tours. Et aujourd'hui, nous avons une élection à 1 tour. Et c'est quoi la conséquence de cette élection? Mais vous savez que celui qui risque d'être élu demain n'aura pas toute la légitimité voulue. L'élection à 2 tours donne la légitimité normalement à quelqu'un, à l'élu qui a 51, à plus de 50%. Et aujourd'hui, nous avons affaire à une élection où l'élu ne sera élu qu'à une majorité relative. Ce qui ne lui, il sera certainement élu, mais cela ne lui confère pas la légitimité. À supposer que quelqu'un soit élu, que ce soit Luc Bengono-Onsi. Non, moi je serai élu à 35-40%, mais que quelqu'un soit élu à 15%, disons-le. Mais est-ce que vous pensez que les 85% du peuple qui l'auront rejeté seraient contents de le voir diriger l'État? Le PDG, quand il prend ses décisions, il ne pensait pas aux conséquences. Et c'est ce qui est assez gênant. Or, nous qui attirons l'attention de ces différentes dispositions, on nous marginalise. Vous-même, vous savez que vous Comment avez vous êtes assisté, j'ai assisté vous avez à assisté plusieurs de mes conférences de presse. Oui. Et je regrette, ces conférences de presse n'ont pas été relayées. Ça a été relayé, M. Luc Bengono-Onsi. Une phrase ou deux, madame, je m'excuse, nous ne pouvons pas nous chamailler. Une ou deux phrases, et les phrases qui faisaient plaisir au pouvoir. Vous laissiez la partie la plus importante qui soulevait les problèmes
de fonds de ce pays, vous les laissiez de côté. C'est l'occasion pour vous, M. Luc Bengono. Mais nous sommes là-dessus. Je suis en train de dire tout justement que nous avions... On vous en donne l'occasion largement. On s'est battu pour que le mandat présidentiel soit un mandat de 5 ans renouvelable une fois, mais finalement, on est revenu à un mandat de 7 ans avec des renouvellements illimités, ce qui tue la démocratie, ce qui empêche l'alternance. Or, nous nous battons pour que dans un État dit démocratique, il y ait l'alternance. Et aujourd'hui, nous pensons que le peuple gabonais saisira l'occasion qui lui est donnée pour pouvoir réaliser cette alternance. C'est-à-dire que ce ne sont pas les mêmes qui doivent diriger un pays pendant 100 ans, et les autres étant là à les observer. Monsieur Luc Bengono, si le 30 août, vous serez élu président de la République gabonaise. Je le souhaite, madame. Oui, vous le serez certainement. Merci beaucoup. Et vous êtes un fervent défenseur de la liberté. Oui. Et vous voulez protéger la démocratie au Gabon. Oui. Quels sont les moyens que vous allez mettre en exergue pour atteindre cet objectif? Bon, madame, merci beaucoup pour la question. Si vous avez jeté un coup d'œil sur notre projet de société, mais vous voyez qu'au départ, nous avons des projets de révision de la Constitution et nous envisageons une conférence nationale au début de notre mandat. Parce qu'il faut que nous ayons une constitution et des institutions qui défendent les intérêts du peuple gabonais et non les intérêts des individus comme cela s'est fait toutes ces dernières années. 42 ans, la Constitution ne visait qu'à protéger les intérêts du chef de l'État de l'époque et les intérêts de la classe qui l'entourait, au détriment du peuple. Je ne pense pas inventer, mais vous tous, vous le savez, vous les journalistes, et je crois que le peuple gabonais auquel je m'adresse aujourd'hui. C'est ce qui justifie d'ailleurs le nombre d'amendements qu'on a insérés dans une constitution qui avait été élue à l'unanimité. Opposition comme majorité. À l'époque, la majorité du PDG était très très faible, madame. Oui, je voudrais revenir sur un aspect, si vous me permettez. Alors, vous disiez tout à l'heure que être élu à un tour, du moins cette élection à un tour, ne confère pas une véritable légitimité. Mais le président camerounais juste à côté, il a été élu à un tour, et c'est-à-dire qu'il n'est pas légitime, lui? Ça dépend. Non, ça dépend du pourcentage. S'il est élu à 90%, parce que là-bas, ça peut ressembler encore... Oui, s'il est élu à 90%, il a la légitimité. Mais s'il est élu à 15%, je dirais que c'est vraiment pas Revenons au Gabon. Monsieur Luc Bengono, si je serai toujours sur votre cas. Je vous en prie. Vous serez président dans environ dans 15 jours, dans 10 jours. Oui, madame. Vous êtes élu avec ce scrutin, ce mode de scrutin, c'est-à-dire à un tour. Peut-être avec 15%. Quelle place donnerez-vous à votre opposition? Mais vous savez que l'opposition, pour nous, doit exister et elle doit même figurer dans la Constitution gabonaise. Nous ferons tout pour qu'elle puisse exister. Ce n'est pas nous qui donnons la place à la Constitution d'une manière absolue. Ce sont les actes que les opposants poseront. C'est-à-dire que soit au cours des consultations électorales, soit au cours de certaines autres opérations. Nous nous imposons aujourd'hui, parce que lors du parti unique, nous avons posé le problème du retour au multipartisme. Le pouvoir ne peut pas dire aujourd'hui qu'il nous ignore. Qu'il nous ignore. Et lorsque je m'adresse à nos collègues, à nos amis qui sont des candidats, moi je leur dis, s'il y a un candidat unique, puisque ici on aime bien des choses uniques, les partis uniques, les candidats uniques, mais à ce moment-là, ce candidat unique, ce serait Luc Bengono qui a une certaine antériorité dans le combat politique dans ce pays. Je pense que si le peuple gabonais veut choisir quelqu'un de vierge aujourd'hui, c'est Luc Bengono, puisque j'estime que je l'ai combattu pour ce peuple et je n'ai pas trempé dans la gestion. Certains évoquent le problème d'expérience, mais en regardant le bilan du PDG pendant 42 ans, est-ce qu'il y a de quoi se glorifier pour qu'on puisse me dire que j'aurais dû prendre ces habitudes qui ont mis le peuple gabonais à terre? Je ne pense pas. Cette expérience n'est pas la meilleure.
Marinette. Et vous proposerez la meilleure expérience. Mais bien sûr, puisque la virginité est une meilleure expérience, je présente... certains posent des questions qui semblent ne pas être assez raisonnables. Moi, je poserai à quelqu'un la question suivante. Barack Obama, qui était aux États-Unis, est-ce qu'il a été au gouvernement de Bush? Est-ce qu'il a été dans certains gouvernements des États-Unis pour qu'aujourd'hui, on puisse exiger qu'on ait été dans certains gouvernements pour diriger le pays? Monsieur Luc Bengon, dans votre projet de société, vous parlez de la modernisation du système administratif au Gabon actuellement. Mais que reprochez-vous exactement au système actuel? Merci, madame. Mais je voudrais vous rappeler que j'ai été fonctionnaire, et parfois, enfin, j'ai été un haut fonctionnaire dans ce pays. Il y a des faiblesses que nous avons constatées. La détermination des postes de gestion n'est pas faite d'une manière claire et précise. Nous pensions que la réforme allait revenir là-dessus. C'est-à-dire qu'on sache ce que chaque agent dans l'administration fait, chaque agent, et qu'on détermine ses fonctions et ses responsabilités. Je me suis aperçu qu'on recrutait parce que c'était un cousin, c'était sa nièce, c'était pourvu qu'on lui donne de l'argent. Il faudrait également que nous fassions un effort pour que l'administration gabonaise au XXIe siècle soit suffisamment informatisée. Les gouvernements antérieurs avaient un système que nous lui reprochons assez ouvertement. C'est de s'attaquer à des petits secteurs. On va informatiser un service, on va informatiser une direction. Nous estimons qu'il faut des études qui concernent le pays. Vous avez été dans les services de gendarmerie ou de police, vous êtes entré dans ces services où on utilise encore des machines à clavier. Je ne sais pas comment nos agents des forces de sécurité s'organisent pour répondre à leurs obligations aujourd'hui. Et dans ce Mais cadre-là, qu'est-ce que vous allez proposer? normalement, au temps moderne, le préfet d'un département ne devait plus transmettre le courrier sous enveloppe. Tous les préfets devaient disposer d'un réseau et avoir des ordinateurs à leur niveau, transmettre leurs rapports directement par le réseau informatique. Mais enfin, nous ne pouvons pas être au XXe siècle et avoir les habitudes du XVIIIe au XIXe siècle. Il faut que nous nous attaquions à l'évolution du pays et non à l'évolution de quelques secteurs. Marinette. Oui, ce serait certainement des préoccupations. Je vois que vous êtes en train de me faire pression. Monsieur Luc Bengoné, vous ne pouvez pas me dire que je vous fais pression. Vous savez que nous avons une exigence de temps. Si c'est la dernière. n'est que moi, de toutes les façons, c'est la dernière préoccupation. Aurait la lassitude de parler comme il veut, mais nous avons le temps qui a été déterminé par la commission équitable d'accès aux médias publics. C'est la dernière préoccupation. Monsieur Kumba, c'est la première fois Monsieur que vous Luc Bengoné ici. Accordez-moi même 2 heures. Oui, mais c'est pas moi. C'est le Conseil national de la communication qui a cette exigence. Je crois qu'il m'écoute également. Voilà. Monsieur Luc Bengoné ici, au 30 août, vous accédez à la magistrature suprême. Oui, madame. Quels seront vos signaux forts pour la bonne gouvernance? Mais vous savez que la bonne gouvernance, on dit que le poisson pourrit d'abord par la tête. Donc, j'accède à la tête de l'État, je dois d'abord moraliser et le gouvernement et l'administration gabonaise. Vous savez, l'expérience de tout ce milieu est la suivante. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Il faut que l'ensemble des acteurs de notre pays tiennent compte qu'ils gèrent l'État. Et l'État est une collectivité globale. Donc, nous ferons en sorte que, à la fois, la gestion soit faite honnêtement. À la fois, nous devrions lutter contre l'impunité. L'impunité, madame. Nous avons enregistré trop de faits, des crimes économiques, des crimes humains, ainsi de suite. Il faudrait que nous arrivions à créer un cadre où les Gabonais évoluent dans la sérénité,
avec le maximum de confiance. Nous y verrons nous-mêmes en tant que chef d'État. Parce que jusque-là, certains pensent que ce sont les autres. La responsabilité du chef de l'État est de veiller sur le fonctionnement global des services de l'État. Et j'y veillerai. Et je pense que à partir de là, soit de la désignation, soit de l'élection, nous ferons tout pour que le fonctionnement se fasse dans tous les coins du Gabon, dans l'intérêt du peuple gabonais. Merci, M. Luc Bengono. Bien, M. Luc Bengono, si on va continuer ce débat, cette fois-ci, c'est la page économique, avec la rubrique économique avec Martial Tchibinda. Monsieur Bengono, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, nous avons parcouru votre projet. Bon, malheureusement, un tout petit peu à la va-vite, nous ne l'avons pas eu à temps. Vous proposez 101 propositions, en tout cas, pour sauver le Gabon. Pourquoi 101? C'est après un diagnostic et puis vous avez... c'est un chiffre à tout hasard après diagnostic, c'est ça? Mais vous avez les différents points oui, qui tout à fait. constituent les 101. Oui. Donc, ce sont les différents points qui nous ont préoccupés. Vous comprenez? Ce n'est pas le hasard. D'accord. Alors, pour ce qui concerne ma rubrique, l'économie, je voudrais revenir sur vos propos liminaires. Est-ce que c'est pas un peu rejeter l'anathème sur l'autre que de dire que l'économie gabonaise est embrigadée par les Occidentaux? Vous l'avez dit tout à l'heure. L'anathème sur qui? Il faut quand même que nous soyons concrets. Nous n'avons pas notre part de responsabilité. Non, je vous en prie, la part de responsabilité sur qui? Rappelez-vous, peut-être pas bon de parler de ceux qui sont partis. Faites-moi de la bonne économie, je vous ferai de la bonne politique. C'était la phrase du PDG. Chacun d'entre nous s'en rappelle. Peut-être que certains d'entre vous n'étaient pas encore nés. Et il se trouve, je crois que vous le constatez avec moi, que l'économie gabonaise aujourd'hui est entre les mains des expatriés. Il fut un temps où la France avait 300 entreprises dans ce pays. Et comptez le nombre d'entreprises appartenant aux Gabonais. Alors, vous êtes élu demain. Que faites-vous par rapport à cette préoccupation apparemment qui vous tient à cœur? Mais la préoccupation est que les entreprises qui sont au Gabon participent au développement et à l'organisation de ce pays. 300 entreprises au Gabon pendant 42 ans. Nous nous apercevons que parfois certains Blancs sont là depuis 30 ans. Et au lieu de prendre une part active dans le développement de ce pays, ils prennent, enfin, je peux dire qu'ils se cachent. Ils se cachent. Je n'irai pas en guerre contre eux, mais je dis... Vous ferez quoi, en fait? Je prendrai des dispositions pour que les Gabonais aussi créent des entreprises, d'une part. Et d'autre part, j'essaierai de réglementer ce qui existe aujourd'hui pour changer ce qui existe aujourd'hui. Alors, vous avez les grilles de salaire dans ces entreprises qui font en sorte que les Européens aient leur salaire et les Gabonais, comme au temps colonial, aient leur salaire. On aimerait leur dire que cette situation doit maintenant changer. En Côte d'Ivoire, on s'est attaqué à ce problème. Aujourd'hui, si vous avez un directeur général qui est européen, son adjoint est ivoirien. Ou si vous avez un Ivoirien qui est directeur général, si c'est une entreprise française, son adjoint est européen. Voilà un tout petit peu. Il faudrait que ces entreprises soient effectivement des entreprises gabonaises, c'est-à-dire qui concourent à la prospérité du peuple gabonais. Alors justement, dans votre projet, c'est la proposition numéro 43, vous parlez de l'initiative privée, la création d'entreprises. Oui. C'est ce que vous venez de dire à l'instant, vous allez faire en sorte que les Gabonais créent également leur entreprise, mais avec quel argent, quel investissement et comment faire justement? Aujourd'hui, il y a des entreprises gabonaises qui sont là mais qui souffrent et qui se retrouvent dans un environnement où il est difficile pour eux d'avoir des parts de marché. Qu'allez-vous faire concrètement? Bon, il faudrait d'abord que les Gabonais aient le sens... d'initiative, qu'ils soient des jeunes entrepreneurs, qu'ils soient agressifs dans le domaine commercial. Les premières dispositions qui peuvent être prises est de limiter ce que nous appelons aujourd'hui le commerce informel.
Comment limiter ce commerce informel? C'est juste, nous c'est prendrons intéressant bien ça. des dispositions. On va limiter ce commerce informel. Vous savez qu'il y a plusieurs phénomènes qui se passent dans ce pays. De temps en temps, quand j'étais moins vieux que je le suis là, quand je sortais à 1h, 2h du matin, je vois des conteneurs sortir du port à 1h du matin. Donc, ces conteneurs constituent des fraudes. Et ces fraudes qui font en sorte que sur le marché, on trouve des articles à un certain prix. Exactement. Et qui vont empêcher aux jeunes Gabonais qui vont acheter à CFA ou ailleurs de pouvoir liquider ces produits. Exactement. Vous savez que nous sommes dans ces marchés de la loi de l'offre et de la demande, mais effectivement, finalement, est-ce que ces commerces informels ne soulagent pas les Gabonais? Vous savez que les Gabonais aujourd'hui ont des problèmes au niveau de leurs revenus et forcément, si on leur propose un produit moins cher, ben, ils vont acheter ce produit-là. Donc, ce commerce informel aide les Gabonais, mais n'aide pas les entreprises gabonaises. Comment arriver à une jonction intéressante? Nous ne sommes pas dans l'abbaye de Thélème. Nous sommes d'accord. Faites ce que voudra, vous le savez. Nous devons être dans un pays de droit. Autrement dit, que dites-vous aux Gabonais? Un pays de droit, même si l'intéressé veut vendre son prix à moindre coût, mais il faut que les formalités ou toutes les opérations régulières soient effectuées. Que celui qui est dans le commerce informel réalise les mêmes opérations administratives que le Gabonais. Parce que pourquoi nous allons demander aux Gabonais de faire ces opérations administratives et ne pas les imposer au commerce informel? Donc, pour nous, il faudrait que la loi soit imposée et la loi puisse organiser ce secteur. Vous ne jouerez pas un peu sur la fiscalité par rapport aux entreprises déjà? Mais ça dépend. Lorsque j'évoque le cas du commerce alléger peut-être la fiscalité pour les entreprises qui sont en règle, je veux dire. Mais les entreprises qui sont en règle, ça dépend des situations. Vous savez, bon, j'étais comptable, on ne donne des facilités qu'à celui qui les demande. On ne donne des facilités qu'à celui qui les demande. Mais le problème de marché que vous évoquez repose sur le simple fait qu'aujourd'hui, il y a le délit d'initié. Il y a quelques années, quand on mettait le budget de l'État en place, les entreprises gabonaises ayant leur siège à Paris avaient le montant de crédit par ligne budgétaire au niveau de Paris avant que les entreprises gabonaises ou installées au Gabon ne puissent les avoir. Ce qui faisait en sorte que ces entreprises étaient les premières à faire des soumissions, ces entreprises étaient les premières à prendre tous les contacts utiles pour que s'il y avait marché, ils obtiennent ces marchés. Et parfois, si on fait l'appel d'offres, ce n'est pas le moins-disant qui le remportait nécessairement, mais c'est peut-être celui qui aurait proposé des dessous de table. Les Gabonais nous suivent ce soir, monsieur, et justement, le Gabonais se trouve toujours comme étant la victime finalement d'un système. Et là, sur le plan économique, j'insiste, lorsque l'on va juguler ce problème de marché informel et essayer de faire en sorte qu'il soit moins, je veux dire, moins informel, est-ce que le Gabonais ne sera pas encore finalement le laissé pour compte, puisque forcément les prix vont augmenter. Ils seront obligés de se retourner vers les entreprises qui payent normalement leurs taxes, leurs charges, etc. Mais ce que je pourrais vous dire, c'est que dans certains pays, la réglementation est appliquée. Il faut d'abord qu'il y ait réglementation. Et c'est cette réglementation qui doit protéger le Gabonais et qui doit protéger le pouvoir d'achat des Gabonais. Nous n'allons pas en guerre contre les prix les moins élevés. Ce n'est pas notre souci. Mais notre souci serait que le Gabonais soit protégé. Est-ce que vous êtes sûr que celui qui vend dans le commerce informel n'escroque pas le Gabonais? C'est toujours moins cher. Mais c'est toujours moins cher. Est-ce que la qualité y est? Et c'est toujours moins cher. Est-ce qu'on n'a pas escroqué l'État si le conteneur est sorti du port à minuit? Mais le rapport qualité-prix est là. Non, mais attention, mais nous sommes chefs d'État. Et en étant chef d'État, nous avons une vision globale des problèmes. Il faut éviter que nous descendions, mais il faut avoir une vision à la fois des soucis de l'État et des soucis des individus. D'accord. Alors, je vais
m'attarder cette fois-ci sur un problème apparemment que je n'ai nous, pas... Vous avez évoqué le problème de création des entreprises. Oui. Nous allons prendre des textes Avec le qui problème pourraient inciter les jeunes Gabonais à créer des entreprises. Nous verrons s'il n'y a pas possibilité de mettre un fonds. Le problème qui s'est posé jusque-là, c'est qu'on n'a pas pris des dispositions pour encadrer, pour accompagner. Ce sera la charge de l'État alors? Nous pensons que ce sera examiné. Et que faites-vous des banques aujourd'hui qui sont en surliquidité, qui ne veulent pas prendre le risque de... Mais les banques sont en surliquidité parce qu'au niveau de l'État, il n'y a pas des initiatives. Nous disons aujourd'hui qu'il va falloir, si nous prenons le pouvoir, comme vous allez nous donner le pouvoir, nous lancions des grands travaux et ces travaux peuvent être financés par la surliquidité des banques comme par une épargne que nous allons retrouver sur place. Et où trouverez-vous le budget alors? Le budget local. Mais pour votre politique économique. Mais enfin, le budget, c'est nous qui l'établissons. Pour ce projet ambitieux qui est d'accompagner justement l'esprit d'entreprise. Vous voulez parler des ressources qui pourront alimenter notre budget. Par exemple. Mais je pourrais tout simplement vous dire une chose. Si nous exécutions notre budget correctement, convenablement, on arriverait à faire beaucoup de choses. Nous prenons un exemple qui vous a été cité ici. Les fonds de souveraineté, les fonds secrets prévus pour 25 milliards, on dépense 400 milliards en 2008. Vous trouvez que c'est normal? Vous trouvez que c'est normal? Pourtant, cette différence aurait pu servir au développement de ce pays. Et cette année, on était déjà à 178 milliards. Et c'est ce que vous ferez? Vous prendrez cet argent pour mais moi, je prendrai cet argent pour l'injecter dans l'économie, pour résoudre les problèmes. Nous avons l'éducation nationale, nous avons la santé, nous avons d'autres secteurs considérés dans notre pays comme des secteurs prioritaires. Ce sera le même montant chaque année? Pardon? Ce sera le même montant chaque année, vous demande Mathieu Komba? Le même montant, ça dépend des rentrées. D'accord. Ça dépend des rentrées. On vous a dit l'unicité de caisse, mais ça encore, c'est un problème. Au Gabon, pratiquement chaque responsable d'administration considère que les rentrées, les recettes qui passent par ces services sont ses propres fonds. Il peut les placer à sa manière. Il faut qu'un effort soit fait dans ce domaine. Nous sommes dans un pays, nous devons nous rendre... D'ailleurs, en 1981, qu'est-ce que nous disions? Nous disions qu'il faut qu'il y ait un éveil de la conscience nationale. Il faut que nous sachions que nous appartenons à un pays et chacun d'entre nous doit assumer la responsabilité de l'évolution de ce pays. Alors, je suis content, monsieur, que vous parliez justement d'autres secteurs prioritaires. Pour ce qui concerne ma partie, l'économie, l'économie commence à la proposition 41 jusqu'à 60. En revanche, je n'ai pas vu la place que vous accorderiez à un autre secteur prioritaire, à mon sens, tel que l'écotourisme. Oui, vous savez, l'écotourisme peut être également intégré dans l'économie. Ce n'est pas un secteur prioritaire pour vous? Bon, mais prioritaire, tout ne peut pas être prioritaire. Il est possible que dans la deuxième, la troisième ou même la cinquième année, nous donnions un ensemble d'orientations pour améliorer améliorer le tourisme. Vous savez ce qui se passe dans ce pays? Je vais vous rappeler un phénomène qui s'était passé, un projet qui avait été retenu en 1970. Bon, j'ai commencé à travailler en 1969, que ça ne vous gêne pas, les jeunes. Donc, il était prévu que nous allions faire un grand village balnéaire à Libreville. Ce village balnéaire partirait du lycée Léon-Mba au lycée d'État. Le lycée Léon-Mba serait déplacé pour le construire ailleurs. Et on dévierait la voie qui est au bord de mer pour qu'elle puisse passer par derrière Carica pour rejoindre la voie express. Et à l'époque, on avait envisagé d'intégrer, bien sûr, la série d'hôtels, l'hôtel Gamba, l'hôtel Laïco aujourd'hui. Et cette zone-là serait interdite à la grande circulation. Bon, c'est ce genre de projet qu'il faut ressortir de la poussière, de dépoussiérer. Et, je vous en prie, faire en sorte que les hôtels, les chambres d'hôtel, le transport aérien
et plusieurs autres éléments soient moins chers. Payer un billet d'avion Libreville-Paris à près d'1 million de francs pour un touriste, c'est très élevé. Mais comment allez-vous faire pour arriver pour à réduire cette compression justement des prix? Mais c'est-à-dire que l'offre, la demande, si nous réussissons à faire en sorte que le tourisme, enfin la destination Libreville soit bien vendue, il y a de fortes chances qu'au niveau des hôtels, nous puissions naturellement négocier les prix. Et ensuite, la loi du privé, nous transformerions à l'époque le lycée Léon-Bas en une zone d'habitation. C'est-à-dire que ces chambres coûteraient moins cher, nettement moins cher que les chambres de l'hôtel intercontinental. J'aimerais aborder, s'il vous plaît, une autre préoccupation. Oui. Quelle place occupe, selon vous, l'environnement dans votre politique économique? Vous savez que pour que l'économie se développe, il faut un environnement naturel propice également. Vous avez cette préoccupation par rapport à l'environnement et je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Nous voulons transformer le Conseil économique et social en Conseil économique et social chargé de l'environnement. Nous voulons que ce Conseil économique et social puisse avoir des experts qui étudient, examinent certains problèmes de façon à aider le gouvernement et la société à mieux maîtriser certaines difficultés qui se posent dans notre pays. Vous savez qu'il faudra aller très vite. 800 km de côtes. Aujourd'hui, les côtes gabonaises sont menacées. Vous le savez, la montée des eaux, l'ensablement, l'île Mandji, des préoccupations, des axes, Mais finalement, si nous avons ce genre de problème aujourd'hui, il faudrait que nous prenions... Nous avons des directions qui s'occupent. Il y a une direction. Je peux dire aujourd'hui qu'il y a un ministère, une vice-primature chargée de l'environnement. Je voudrais simplement, dans ce même sujet, dans ce même cadre-là, je voudrais simplement vous rappeler que le bateau de la CENI, la Pomandé Jet, n'arrive pas à accoster à Port-Gentil même. Il faut... c'est un bateau qui ramasse pratiquement toutes les saletés qu'il y a et qui parfois est obligé de rester des semaines durant sans circuler. Moi, je crois que la SNI, en achetant des bateaux qui remontent le Goué, devait également chercher à acheter des bateaux qui nettoient le canal, enfin, une bonne partie. Mais c'est une entreprise nationale. Hein? Mais je le dis, mais ils doivent en tenir compte. Le rôle de l'État que vous serez demain, par exemple. Pardon? Oui, quand vous mais on le leur recommandera. C'est ce qui se faisait d'ailleurs à Ovendo à un moment donné. On avait un bateau qui drainait toute la boue pour permettre aux grands bateaux d'accoster. Il faudrait que la SNI, alors, dernière préoccupation, la CNI pense à ce genre de bateaux de manière à permettre à ces différents bâtiments de se déplacer facilement le long de l'Ogooué et jusqu'à Port-Gentil. Monsieur Martial Tchibinda, il vous reste une question. Une question. À cause du temps. Tout à fait. Merci. 1h45. Merci, définie par la commission équitable. Monsieur Bengono, les Gabonais seront ravis d'apprendre que vous allez améliorer leur pouvoir d'achat. C'est la proposition 55, numéro 55, pour faciliter, dites-vous, la croissance sociale. Est-ce que l'amélioration du pouvoir d'achat, simplement, est la solution pour juguler le problème aujourd'hui de l'inflation? Enfin, des produits de première nécessité, par exemple, qui coûtent excessivement cher aujourd'hui. Améliorer le pouvoir d'achat, simplement? Il y a pas... Mais vous savez que l'augmentation du pouvoir d'achat peut se faire de différentes manières. Elle peut se faire en réduisant les prix des différentes denrées. Elle peut se faire en renforçant le pouvoir d'achat, enfin, en augmentant les salaires. Et en créant d'autres activités. Par exemple, augmenter les salaires de combien? On a entendu 160 000, on a entendu 150 000. Non, ça c'est pas... Augmenter les salaires, c'est pas 150 000. Ceux qui ont... Le SMIC, le SMIC, voilà, ils portent le SMIC à 150 000. Mais ce qui me gêne le plus dans ces propositions, c'est le fait que la plupart de ceux qui vous font ces propositions ont été au gouvernement pendant près de 15 20 ans. Mais qu'est-ce qu'ils attendaient pour soumettre ces propositions au chef de l'État? Qu'est-ce qu'ils attendaient? Nous avons dit que le revenu minimum, depuis 2007, le revenu minimum devait être de 100 000 francs qui serait versé
à chaque Gabonais âgé de plus de 18 ans. Ce serait une somme. Ça voudrait dire qu'il est possible aujourd'hui, par exemple, dans votre objectif pour relancer le pouvoir d'achat, il est possible aujourd'hui que chaque Gabonais ait un minimum, 30 000 francs, pourquoi pas. Mais nous voulons aller au-delà de 30 000. Parce que tout à l'heure, vous êtes sans savoir que le Gabon exporte quand même le pétrole pour 13 milliards de dollars. Ce qui veut dire 6 000 milliards de francs CFA. Mais quand on nous donne des chiffres ici, mais ces chiffres n'atteignent même pas 3 000 milliards. Alors donc il y a suffisamment de moyens à la fois pour construire ce pays, pour améliorer le pouvoir d'achat et pour organiser la société. Donc vous, Président, le Gabonais naîtra avec un pouvoir d'achat? Certainement. Il n'y a même pas de raison, s'il vous plaît. Oui. Il n'y a pas de raison que dans des pays comme la Libye, chacun soit logé convenablement, qu'il ait la gratuité de l'eau et de l'électricité, qu'il ait la gratuité de soins, qu'il ait la gratuité d'enseignement, et que dans un pays de moins de 2 millions d'habitants, qui est 6 000 milliards de francs CFA de ressources en provenance du pétrole, il ne soit pas capable d'assurer un minimum à sa population. Merci, enfin, M. Bengono. Je trouve ça, et je ne compte que le pétrole. Je ne compte que le pétrole. Et si j'ai ajouté le manganèse, si j'ai ajouté le bois, mais enfin, sauf si la plupart de ces matières sont ramassées sans être vendues. J'espère que ce n'est pas de la théorie, bien, monsieur. Alors, enfin, moi, je sais ce que je dis et je suis responsable de ce que je dis. Alors, nous retenons que demain, quand vous serez élu président de la République, vous avez donc 6 000 milliards de francs CFA qui seront à votre disposition comme budget global. Et dans ce budget, vous puiserez l'investissement pour garantir aux Gabonais un meilleur être social. Alors, avec Martine Pity, justement, on va voir comment vous allez dépenser cet argent. J'ajoute que ces chiffres ont été donnés par Mme Eva Joly. Bien. Madame Eva Joly, elle est juge en France. Voilà, mais qui a traité les problèmes de ce pays et qui a toutes les informations sur notre économie. D'accord. Voilà. Alors, on va voir avec Martine Pity comment vous allez faire pour répartir ces 6 milliards de francs CFA dans les différents projets que vous aurez sur le plan social. Martine. Monsieur Luc Bengonsi, bonsoir. Bonsoir, madame. L'habitat est au cœur du combat social aujourd'hui et vous l'avez relevé dans votre projet de société. Si demain vous êtes élu président de la République, quelle est votre offre en matière de logement? Avec les 6 000 milliards de francs CFA. Bon, merci bien, madame. Vous savez, même si je n'avais pas les 6 000 milliards, si je ne disposais que de 2 000 milliards que gèrent les autres aujourd'hui, il y a de quoi quand même faire l'habitat. J'ai toujours le loisir de rappeler qu'en 1977, au moment où on faisait l'OUA à Libreville, je me trouvais au Koweït. Et les pays pétroliers venaient d'avoir une manne pétrolière, une plus-value. Mais le Koweït a rasé les bidonvilles, a rasé les quartiers entiers pour y édifier des cités modernes, madame. Mais en faisant des calculs aujourd'hui, nous pouvons offrir aux Gabonais 6 000 logements par an, ce qui nous coûterait environ 100 milliards. Est-ce que c'est 100 milliards que nous ne pouvons pas avoir? Et à supposer que nous avons nos 6 000 milliards, mais on pourrait même aller jusqu'à 12 000 logements par an. Et quel mais sera... je vous dis... Pardon? Non, allez-y, madame. Mais je voudrais vous dire que tout ceci dépend de la volonté. Aujourd'hui, certains ont pensé qu'à leur poche, oubliant le peuple gabonais. Donc, nous sommes prêts, dès que nous prendrons le pouvoir, à mettre tout en branle pour que les Gabonais soient mieux logés. Je disais un jour, rentrant d'Afrique du Sud, qu'on risquait de venir nous voir au Gabon
comme on va voir des animaux dans un zoo, dans un monde qui se développe. Dans un monde qui se développe, je vous en prie. C'est une image trop forte, non? Oh, mais moi, elle est tellement forte que moi-même, j'ai été choqué quand je rentrais. Vous faites peur à vos électeurs, là, monsieur Bengon. Mais je vous en prie. Hein? Je crois que les téléspectateurs le comprendront et le comprendront même mieux que nous. Certains ont déjà été en Afrique du Sud. Monsieur Luc Bengon, 6 000 logements, vous venez de le dire. Et quel sera le coût d'un logement social? Vous savez que si nous faisons des logements sociaux, nous faisons un amortissement à long terme. Qu'est-ce que vous entendez par amortissement à long terme pour les téléspectateurs qui vous regardent en ce moment? Oui. C'est-à-dire que le loyer nous permet de récupérer un peu d'argent pour reconstruire d'autres maisons. D'ailleurs, vous me demandiez l'origine du financement tout à l'heure. Vous n'êtes pas sans savoir également que sur les loyers que paie l'État, il y a une taxe qui est prélevée là-dessus. Et cette taxe, en principe, devrait être reversée à l'ASNI. Et l'ASNI devait utiliser ces fonds-là pour construire des logements à mettre à la disposition des Gabonais. Alors, comment entendez-vous améliorer l'accessibilité des Gabonais à un logement décent? Vous savez que ça dépendra du type de logement. On ne peut pas fixer le loyer d'une manière standard. Le loyer est fixé en fonction et de ses dimensions et en fonction de son confort. Et nous le verrons le moment venu. Mais nous ferons tout pour que les loyers soient à la portée des Gabonais. Mais c'est quand même un problème récurrent et surtout un problème important. Dans le court terme, vous n'avez pas une solution exacte et concrète pour ça? Non, solution exacte, je vous ai dit, parce que si je fais une maison de 3 à 4 chambres, 3 à 4 chambres, je ne demanderai pas le loyer d'une maison à 2 ou à 2 chambres. Donc, et ça dépendra si je fais un logement à base des briques en terre cuite, ce ne sera pas le coût d'une maison en briques. Vous voyez, il y a tout cet ensemble-là qui fera en sorte que nous déterminions, en tenant compte de nos besoins, le coût du loyer. Monsieur Luc Bengon, quelle sera votre politique pour justement harmoniser les quartiers sous-intégrés? Mais je crois que c'est ce que nous avons regretté. Nous sommes arrivés à Libreville en 1969. Après avoir vu ce qui se passait dans les pays comme la France. Et à l'époque, le périmètre de Libreville était encore un périmètre vierge. Nous n'avons pas compris que l'État n'ait pas pris des dispositions pour viabiliser toutes ces zones de manière que les Gabonais qui s'y installent puissent trouver les commodités dont ils peuvent avoir besoin, l'eau, l'électricité. Vous, qu'est-ce que vous allez faire demain? Je vous en prie, madame, j'y arrive. Aux années 1972, il y a l'Allemagne, une société allemande, qui avait souhaité déplacer Libreville. Je faisais partie de la Commission nationale des marchés à l'époque, qui avait proposé construire la nouvelle ville de Libreville pour laisser Libreville ici comme la ville du port de Libreville. Elle devait faire les viabilisations, déplacer l'administration, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous prendrons des dispositions pour essayer de supprimer les bidonvilles. La première chose est de créer une zone d'accueil, ce que nous pourrons appeler une zone d'accueil, avant de, je ne dis pas détruire, il faudrait que nous associons des urbanistes, des architectes qui vont étudier l'ensemble des voies qu'il y aurait à ouvrir, qui vont étudier les différentes opérations d'assainissement. Mais à la fin de cette opération, nous allons déterminer le nombre de logements qui seraient à édifier. Nous allons déterminer les différentes opérations qui pourront être faites, parce qu'il faut également prévoir les aires de jeu, ce qui n'existe pas aujourd'hui, prévoir
les centres médicaux, prévoit des établissements publics, les églises. Dans chaque quartier, il faudrait que nous puissions prévoir toutes ces opérations. Mais ça se fera d'une manière méthodique, mais pour atteindre des objectifs qui peuvent permettre à la ville de Libreville d'avoir un visage plus radieux et permettre au peuple gabonais de retrouver un habitat sain et décent. Et ces populations déplacées seront-ils indemnisées? Ça dépend. Tout justement, le débat va tourner si ceux qui seront dans la cité d'accueil veulent regagner leur... enfin, si on construit, veulent acquérir un de ces logements, on va déterminer le coût. S'il y a un écart entre l'ancien logement et le nouveau, on demandera à l'intéressé de combler au bout d'un certain temps. C'est-à-dire que ça serait perçu comme un loyer. Bon, si le montant de l'ancien logement est supérieur, on pourrait les indemniser. Une autre préoccupation des Gabonais, M. Luc Bengon, que ferez-vous pour permettre aux Gabonais l'accès au terrain viabilisé? Mais c'est très simple. De toute façon, un terrain viabilisé s'achète. Et l'accès, ça cause problème aujourd'hui. Pardon? Je dis l'accès à ces terrains Gabonais, un terrain, comment vous allez faire? Ça dépend. Tout ceci dépend des situations sociales, des situations administratives, parce que nous accorderons la priorité à ceux qui ont des familles nombreuses. Nous accorderons la priorité aux couples et progressivement, nous verrons si nous pouvons trouver certaines solutions pour résoudre les problèmes. Et aux jeunes fonctionnaires qui rentrent, qui viennent d'être recrutés par la fonction publique et qui n'ont pas encore le salaire, enfin qui touchent un pré-salaire, mais qui voudraient quand même avoir un toit parce qu'ils ont une amie avec des enfants ou une fiancée. Comment allez-vous faire justement pour cette catégorie de Gabonais? Ce qui est dommage, c'est que nous ne copions pas souvent des bons exemples. La Côte d'Ivoire faisait ceci dans le temps. Quand un jeune cadre arrive, on lui accordait un crédit pour qu'il puisse acquérir une villa, en étant sûr que ce jeune cadre remboursera le montant du crédit pendant une partie de sa carrière. Et vous, qu'est-ce que vous feriez? Nous pourrions prendre cet exemple pour les jeunes ménages ou les jeunes cadres. Ça ferait partie de nos priorités également. Monsieur Luc Bengonsi, on va terminer par là. Dans quel sens et comment pourrait-on renforcer la solidarité nationale alors que nous voyons se dégrader ce noble sentiment au profit de clivages tels l'ethnisme, ainsi de suite? Oui, mais ça, madame, c'est un travail que chacun d'entre nous doit désormais faire. L'ethnisme a été cultivé par le PDG. Vous le savez fort bien. Et si le PDG continue à utiliser les mêmes principes, l'ethnisme ne disparaîtra pas. Or, nous lançons un appel au peuple gabonais pour lui dire que nous appartenons à un même pays. Il n'y a pas à mettre de division. Chacun d'entre nous a quelque chose à apporter à la communauté nationale. Chaque groupe ethnique aujourd'hui a quelque chose à apporter à la communauté nationale. Quand je vous regarde là, mais nous tous, nous parlons français. Mais néanmoins, les uns viennent de Mouila ou de Tchibanga, d'autres viennent du Haut-Ogooué, d'autres viennent du Wellington ou de l'Estuaire. Nous formons un groupe. Nous formons un groupe. Et d'ailleurs, c'est cet aspect qui a fait en sorte que dans l'administration, les gens ne recrutent que leurs cousins, que leurs frères, leurs beaux-frères, oubliant que l'administration est là pour servir la communauté nationale. Ce n'est pas une structure qui est destinée à résoudre des problèmes sentimentaux, des problèmes affectifs. Mais ça part déjà depuis la base, c'est-à-dire depuis les partis politiques, hein, parce que nous avons remarqué, enfin, ce n'est pas moi, mais l'observation générale, c'est que dans la majorité des partis politiques, c'est le cercle restreint, c'est la famille. Ça dépend parfois des partis politiques. Ça dépend aussi des visées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la politique, pour certains, est considérée comme une source de revenus.
Et c'est le PDG qui a institué ce système. Pendant 42 ans, on a voulu faire en sorte que ceux qui veulent le contester, pendant 42 ans, on a fait en sorte que ceux qui veulent s'affirmer, on les attire et on leur donne des moyens. Mais à ce moment-là, ceux qui estimaient être en mesure de créer des partis, ils les ont créés. Et vous l'avez constaté, on les a attirés, on leur a donné des moyens. Et comme certains ne voulaient pas partager ces moyens avec d'autres, ils se sont contentés de leurs liens familiaux. D'accepter tout cela. Je ne l'accepte pas, je le décris. C'est la différence. D'accord. Je le décris, je ne l'accepte pas. Et je dis que c'est le système PDG qui l'a encouragé. Le système PDG l'a encouragé. Mais à l'intérieur du PDG, quand même, vous avez, je ne défends pas ce parti, hein, mais c'est quand même c'est un parti qui est, semble-t-il, implanté dans la majorité du territoire national, non? Je vous remercie, mais vous le défendez un tout petit peu comme si vous en étiez membre. Non, enfin, je ne suis pas encore membre. Mais moi, je crois que c'est normal que le PDG soit représenté ou installé dans tout le... Si un secrétaire de section perçoit 100 000 ou plus de 100 000 francs par mois, hein, un secrétaire fédéral près de 180 000 francs par mois, comment voulez-vous que ce parti n'ait pas de militants sur l'ensemble du territoire, M. Poumba? Et vous savez que nous sommes à une élection présidentielle. Lorsque nous faisons des élections législatives, l'État finance. Quand on fait des élections locales, l'État finance. Le paradoxe aujourd'hui, nous sommes à une élection présidentielle, hein, l'État ne finance pas. Aux élections législatives, on vous demande une caution de 350 000 francs. Et le minimum qu'on vous donne, c'est 1 million pour financer la campagne. Aux élections locales, la liste donne 250 000. Et c'est peut-être dans les mêmes proportions que l'État finance la campagne. À l'élection présidentielle, on vous exige 5 millions de caution. Et le paradoxe, l'État dit qu'il ne finance pas. Pourquoi? Parce que le PDG ne voulait pas que plusieurs personnes s'élèvent un beau jour pour dire qu'ils discutent le poste à leur fondateur. C'était pour décourager les gens. Et aujourd'hui, 22 Gabonais se sont levés pour dire que nous nous présentons aux élections, nous ferons le maximum de nos possibilités pour dire aux Gabonais de nous choisir. Vous avez remarqué, aujourd'hui, la campagne qui est faite, le candidat du PDG dispose des moyens effroyables. Effroyables. Pensez-vous que ce soit ces moyens? Pas du tout, ce sont des moyens d'État. Ben, ce sont des moyens d'État. Vous le prouverez certainement à moi, je dis, moi, je ne peux pas penser aujourd'hui qu'avec autant d'argent qu'on distribue à travers le pays, quelqu'un puisse le sortir de sa propre poche. J'étais à Port-Gentil, je le dis à haute intelligible voix, on me dit que le candidat du PDG passerait là. Il passerait là. Et je voyais les gens faire la queue. J'ai demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire? On dit, mais on leur verse de l'argent pour préparer le terrain, pour que l'arrivée du candidat du PDG ressemble à un événement très important, un événement grandiose. Imaginez-vous, on se dote des hélicoptères, on se croirait aux États-Unis. Hein. Bien. Et l'écart est quand même assez gênant. Bien. Alors, le candidat du PDG sera là aussi, comme vous. Oui, il viendra certainement se défendre sur ces préoccupations que vous énoncez. Enfin. Mais en attendant, vous êtes candidat à l'élection présidentielle et on dit qu'il veut aller loin, prépare donc sa monture. Là, vous préparez déjà votre élection présidentielle à travers ces différentes rubriques. Là, maintenant, on va parler du sport et de la culture pour voir ce que le Morena que vous dirigez va apporter aux Gabonais dans ces différents domaines
Tid Dening Komo. Surtout dès le 5 septembre prochain. Vous serez déjà chef de l'État, je crois, M. Luc Bengon Sy. J'apprends même que d'autres ont déjà fixé le 12 septembre comme la date de prise de service. Bon, si vous fixez la mienne au 5, ben, ce serait bien. Hein? C'est vous qui l'avez fixé? C'est lui qui dit le 5. Donc, le 5, ce ne sera pas trop tard pour vous. Ce serait une bonne chose. Je serai installé un peu avant. Je vous le souhaite. Gabon Cameroun, hein, ça va coïncider avec cet événement. Alors, quelle sera votre vision de la politique culturelle du Gabon dès cette date? Mais la vision de la politique culturelle du Gabon est une vision assez simple. Il faut ressortir l'être gabonais. Le Gabonais, qui est-il? Parce qu'aujourd'hui, ce combat, nous sommes presque dans les réflexes, dans la réflexion, dans l'habillement. Nous sommes des Occidentaux noirs, si je ne m'abuse. Mais alors, il faudrait qu'un effort soit fait. Pas seulement pour sortir les reliques. Non. Un effort soit fait pour redécouvrir notre patrimoine culturel. Et le mouvement de redressement national, dans ce cas, envisage non seulement la création dans certains chefs-lieux ou certains départements, des maisons de la culture qui auraient des salles de spectacle, des maisons de la culture qui regrouperaient des instruments traditionnels, des maisons de la culture qui auraient des bibliothèques, mais également nous pourrions associer à cette opération de recherche de la culture des universités. Vous comprenez que pendant 42 ans, le Gabon s'est contenté d'envoyer ses étudiants à l'extérieur du Gabon. Nous l'avons dénoncé dans une de nos déclarations en disant que les fonds qui sont envoyés à l'extérieur du Gabon auraient pu aider le Gabon à créer d'autres universités, auraient pu aider le Gabon à faire des recherches très importantes et à organiser sa vie économique. Nous ne comprenons pas. Alors donc, nous estimons qu'il va falloir, dans ce domaine, que nous puissions instaurer Nous aurons également à nous pencher, parce que les artistes nous attendent, à revoir, parce que le phénomène de ce Gabon, sauf si je me trompe, il y a des textes qui sont pris, mais qui ne sont jamais appliqués. Vous voulez parler du problème des droits d'auteur? Les droits d'auteur, il faudrait que les artistes soient payés de leur art, de leur initiative, imagination, parce qu'ils font un travail important. La conception est très importante. Nous dirons également, je continue dans le cadre de la culture, nous allons associer également le ministère de l'Information qui devra installer dans les chefs-lieux de province des centres de radiodiffusion, télévision, avec les capacités de production. Non, ne me faites pas rire. J'étais à Port-Gentil tout récemment et on m'a dit que le Radio Gabon et la télévision gabonaise n'arrivent pas, ne sont pas captés par les habitants de Port-Gentil. Depuis quelques jours, c'est capté. Ah bon, c'est une bonne nouvelle. Je crois qu'ils me téléphoneront dès que je sortirai du studio. Ils le feront certainement. Le OLNTM également, depuis pratiquement 2 ou 3 mois, la télévision gabonaise et la radio gabonaise ne sont pas captés par les populations de ces endroits. Mais non seulement ils peuvent capter, mais je dis nous aurons besoin des centres de production. La plupart d'entre vous, malgré ces difficultés, vous êtes à Libreville ici. Mais il faut que vous vous rapprochiez de ces couches sociales pour que vous puissiez avoir des anecdotes, que vous puissiez avoir les proverbes, les les contes. Voilà, que vous pourriez transformer
en documentaire. Justement, à ce propos, M. Mongonsi, oui. J'ai rencontré un jeune homme cet après-midi qui me dit, vous, à l'émission Débat, vous parlez de culture, au moment où ailleurs, ailleurs, on parle de développement. Est-ce qu'avec cette rubrique culture, on peut développer le Gabon? Je n'ai pas eu de réponse pour lui. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, il me surprend parce que nous allons au niveau de la culture universelle. Mais il faut bien que le Gabon apporte quelque chose qui lui soit original. Vous apportez aux autres? Aux autres. Le rendez-vous du donner de recevoir? Mais bien sûr. Nous avons dans ce domaine la médecine traditionnelle qu'il faudrait que nous puissions moderniser. Il faut demander aux différents laboratoires de faire des études. Certainement, nous réussirons à faire des découvertes qui peuvent aider la médecine moderne. Hein? Il faudrait que nous fassions un effort dans ce... Il faut que ça soit organisé et j'espère qu'il faut une synergie entre les différents départements pour sauver et pour sauvegarder notre culture. Et cette culture, enfin, dans cette culture, vous allez mettre l'accent sur quoi dans le cadre de l'apprentissage? Dans le cadre de l'apprentissage, mais vous savez, le problème de nos pays, c'est que nous pourrions, au cas où il y avait encore, je peux dire, quelques personnes qui maîtrisent encore nos différentes sciences locales, ces personnes-là seraient des meilleurs professeurs. Mais dans le cas contraire, on créera des grandes écoles, on créera des instituts qui pourront nous permettre, bien sûr, après avoir recueilli le maximum d'informations qui nous permettront de former. Mais pour recueillir ce maximum d'informations, il faut, je crois, revoir ce problème d'école à deux vitesses. À Libreville, il y a des établissements qui sont déjà dotés de l'outil informatique. Et l'intérieur du pays, vous penserez à ça? Mais, M. Denis Nkomo, je vous ai dit dès le départ que le problème du Gabon, c'est qu'on veut résoudre des problèmes par petites portions pour aller danser, on va inaugurer, on danse. Mais si nous voulons informatiser l'école au Gabon, il faut que nous ayons une vision nationale. Et c'est possible. Au lieu que les crédits qui auraient pu permettre à la province de l'Oguelolo d'équiper les études, les différentes écoles, d'ordinateurs, que ces crédits soient gérés à Libreville, il faut que ces crédits soient gérés à Koulamoutou, de manière que le ministère de l'Éducation nationale ou le ministère de la Planification contrôle la gestion de ces fonds. Mais au lieu que... Donc, nous devons avoir une vision globale de manière que chaque Gabonais, chaque jeune Gabonais, partout où il se trouve, qu'il ait les mêmes possibilités d'apprentissage, les mêmes possibilités d'évolution. Nous disons dans le mouvement de redressement national qu'on devrait créer, nous donnions un petit nom, des petits complexes de développement. C'est-à-dire que nous avons une école, et dans cette école, les maîtres retrouvent leur logement. À côté, nous avons un ou deux infirmiers, ou des infirmières, avec leur logement. Et nous donnons à ces fonctionnaires la possibilité d'avoir l'eau et l'électricité. C'est possible. C'est possible. Oui, on fait un forage, je vous en prie. L'eau et l'électricité au Gabon. Oui, si vous arrivez dans un village comme Eo, vous allez trouver cela. Ça vous prendra combien de temps? Pourquoi ça nous prend beaucoup de temps? Nous prendrons une société locale ou une société de Libreville qui nous ferait des forages aux lieux indiqués. Et nous mettrons des pompes immergées qui permettraient de mettre de l'eau, de propulser de l'eau dans les châteaux d'eau et les logements de ces différents fonctionnaires. Pourquoi le fonctionnaire qui irait servir dans un village serait pénalisé par rapport à celui de Libreville? Et l'électricité, ce sera par comment? Avec des panneaux solaires? Nous chercherons l'électricité la moins coûteuse, soit des panneaux solaires, c'est possible, ou d'autres sources d'énergie. Il y en a plusieurs. Nous disions tout à l'heure que nous étions étonnés qu'au Gabon, on n'utilise pas le gaz comme source d'énergie. Dans ces milieux-là, on pourrait utiliser le gaz comme source d'énergie qui pourrait faire tourner le groupe électrogène. D'autres nous ont parlé de noix de palme ici. Bon, c'est aussi une... Non, attendez, le gaz comme
énergie, c'est ça, c'est ce que vous dites? Oui. Mais expliquez un peu aux téléspectateurs qui vous regardent. Comment allez-vous le faire? Mais le gaz, on l'utilise déjà au Vendo. Le gaz, il brûle comme l'essence. Vous savez que l'essence, pour que l'essence puisse faire tourner la voiture, l'essence est transformée en gaz. Et c'est ce gaz qui fait tourner le piston. Avec les risques qu'il y a justement d'incendie, non? Oh non, non, non. Pas du tout. C'est toute une communauté. Enfin, toutes les communautés, toutes les précautions sont prises. Ce n'est pas à cet endroit qu'on va mettre en place le système. Le système existe depuis longtemps. Laissons un peu le gaz, M. Luc Bongonsi, parce qu'au village, on n'utilise pas tellement le gaz, c'est le bois de chauffage qu'on utilise. Mais nous disons aujourd'hui que c'est l'État qui prendrait ces dispositions. Oui, nous sommes dans le domaine culturel, laissons le gaz. Tout justement, nous avons donné un exemple. Oui. Nous donnons un exemple en disant que les Gabonais qui vont à l'intérieur ne devraient pas être pénalisés. L'État doit prendre ces dispositions pour créer des conditions de établissement scolaire d'ordinateur. Mais bien sûr. D'ailleurs, ce serait la bonne occasion. Il faut que le gars qui est dans un village, qui lui aussi puisse avoir l'Internet. Pourquoi pas? Savez-vous combien coûte déjà un ordinateur seconde main? Oui. Ça fait 250 000 francs CFA. Mais si nous allions dans un pays comme je vous en prie, comme la Grande-Bretagne, certains ordinateurs qu'on nous vend ici sont offerts. On vous demande seulement de payer le transport. Mais ils sont offerts. Il y a une foire aux ordinateurs qui revend ces... Enfin, je m'excuse, je ne veux pas indiquer, mais je vous dis qu'il y a des structures en Grande-Bretagne qui offrent des ordinateurs. Ils vous donnent la garantie seulement. Les ordinateurs seront là, d'accord, mais en matière de culture, qu'est-ce que vous allez stocker là-dedans, dans ces ordinateurs, et pourquoi? Mais enfin, l'ordinateur sera un instrument qui pourrait nous aider à regrouper les connaissances, aussi bien les connaissances au niveau des connaissances locales que les connaissances que nous recueillons de l'ensemble de la communauté. Par exemple, peut-être pour relancer l'apprentissage des langues locales. Mais nous recommandons d'ailleurs, au cours d'un entretien que j'ai eu avec des dames hier, nous allons recommander que quand nous prendrons le pouvoir, que chaque enfant, au sortir de sa famille, puisse maîtriser la langue locale. C'est une richesse à ne pas perdre. Mais si on lui parle français à la maison, nous recommanderons effectivement à leurs parents de leur apprendre les langues locales. Monsieur Deninkom, ce n'est pas normal que votre enfant ne parle que français. Non. Si ça a été fait, c'était une erreur. C'était une erreur. Il faut que nous puissions garder notre dignité. On va parler langue locale à la maison. Ce sera la même chose à l'école aussi? Mais vous savez que celui qui a appris la langue locale apprend plus facilement la langue française. C'est l'expérience qui a été faite. Donc, en ne leur apprenant pas nos langues locales, on n'a plus assez de temps. On va passer au sport. Oh, au sport, monsieur Bongonsi, nous n'avons que la CAN. La CAN avec vous, les Gabonais attendent. Mais vous parlez de la CAN tous les jours, mais je ne vois rien arriver. La CAN, ça va se faire où? Est-ce que c'est un projet qui vous préoccupe? Mais enfin, il faudrait à ce moment-là que lorsque je serai président de la République, on m'amène le dossier. Parce que j'apprends que au début, c'était 80 milliards. Maintenant, c'est 250 milliards. Je dis, mais il y a de quoi construire pratiquement, je peux dire, toute une ville. Est-ce que vous allez construire des villes en faisant la CAN? Les autres ont déjà terminé leur stade en Guinée équatoriale. Mais qu'est-ce que nous attendons? Et je crains que d'ici la fin de l'année et d'ici l'année prochaine, même ces prévisions budgétaires disparaissent sans savoir là où sont partis les 250 milliards. Bon, mais vous, qu'est-ce que vous allez faire? Et nous, si c'est nous qui faisons la CAN, oui. Mais enfin, vous savez, même avec 50 millions, on peut faire un stade d'entraînement. Et le Ghana a réussi sa CAN avec 50 milliards. Nous ne savons pas pourquoi ici, les gens multiplient les prix par 5, par 10. Pour quelle raison? Parce que chacun veut avoir sa petite part. Mais pour nous, avec
moins de 100 milliards, et je dirais même autour de 150 millions, on pourrait organiser la CAN. Et nous pourrions également mettre les stades Lambaréné ou Oyem, un stade à Oyem, parce qu'il ne faut pas seulement penser à l'investissement, il faut penser à l'amortissement de cet investissement. Parce que ceux qui préparent les CAN, ils savent qu'ils auront des rentrées, ils auront des revenus qui découleront de cette activité. Il y a la publicité, il y a les entrées au stade, il y a les locations de chambres, ainsi de suite. La consommation dans les restaurants. Ils savent que ça rapporte quelque chose au pays. Mais alors, il faut que nous prenions des dispositions pour que si nous faisons la CAN, que ceci se déroule dans de bonnes conditions et que nous ayons le maximum de personnes pour amortir effectivement ces différents équipements. Mais je ne sais pas si ces dispositions sont prises. CAN 2012, je crois. Et aujourd'hui, les stades n'existent pas. Et vous savez que ces stades auraient dû être testés pendant 2 ans. Et nos stades n'existent pas. Bien, moi, si j'avais même un petit appel à faire à la Guinée équatoriale pour nous sauver, parce que là, il faut que la Guinée nous sauve. Vous parlez si elle peut construire les 2 autres stades, et puis nous, on attendra un autre tour. Bien, alors là, on va passer au dernier volet de ce débat. Il s'agit de la diplomatie. Sylvestre Mundunga. Bonsoir, M. Luc Bengonsi. Bonsoir, M. Mundunga. Vous arrivez au pouvoir après cette élection présidentielle anticipée. Quel rôle assignez-vous à la nouvelle diplomatie gabonaise? Elle est nouvelle en quoi? Parce que vous accédez à la magistrature suprême. Voilà. Ah, d'accord. Je vous l'accorde. Mais je vous dirais que pour moi, la diplomatie gabonaise ne sera pas nouvelle compte tenu et des accords et tout ce qui existe avant que nous n'arrivions. Mais la première des choses à faire, c'est de savoir quels sont les intérêts du Gabon. Parce que je suis président de la République gabonaise, je défends les intérêts du Gabon. Donc, dans les relations qui existent entre le Gabon et les différents pays, je vais voir quels sont les intérêts que mon pays, que mon peuple peut retirer de ces relations. Nous prenons la France, qui est le pays colonisateur. Mais je dirais qu'il faut revoir beaucoup de choses. Vous pensez à quoi particulièrement? Je pense d'abord à la souveraineté. Il faut que la France accorde au Gabon la souveraineté. N'est-elle pas aujourd'hui... Non, elle n'existe pas. Qu'est-ce qu'on appelle la souveraineté dans un État? C'est ce pouvoir qui est donné au peuple de pouvoir choisir ses dirigeants. Vous voulez dire que c'est la France qui impose les dirigeants au peuple? Mais bien sûr, comment? Vous ne le savez pas? Par quel mécanisme, Monsieur Luc Bengonsi? Vous ne le savez pas? Mais non, pas vous vous adressez à vos électeurs. Mais non, c'est vous qui me posez la question. Mais justement, c'est les préoccupations du peuple oui, qui va vous élire le 30 août prochain, intelligible voix que c'est la France qui impose les dirigeants au peuple gabonais. C'est la France qui a placé Léomba à travers l'action des forestiers. Les forestiers français, voulant continuer à exploiter le bois gabonais, avaient donné 800 000 francs à Léomba. Léomba, à l'époque, avait demandé à Léomba de signer un papier leur donnant l'entière liberté d'exploiter la forêt gabonaise. Léomba n'avait que 8 députés au sortir des élections, 8 députés sur 40, mais ils ont réussi à rallier à Léomba les 12 indépendants et ils ont obtenu du groupe de Obama un député, parce que l'UDSG avait au sortir des urnes 20 députés sur 40. Donc les forestiers ont réussi à débaucher un député de l'UDSG et l'ont donné à Léomba. Léomba, qui avait 8 députés, se retrouve avec 21 députés. Ne peut-on pas dire là que c'est la France qui a placé Léomba? Ça, c'est vous-même qui l'affirmez. Hein. Mais je l'affirme en fonction de ces données. Si vous doutez un petit peu, vous prenez un peu Maurice Robert, ministre d'Afrique, il le rappelle que Léomba était obligé des forestiers parce que ce sont eux qui lui ont donné le pouvoir.
Et ce Maurice Robert affirme également que ce sont les réseaux français qui ont donné le pouvoir à Omar Bongo à l'époque, Albert Bernard Bongo. Bien, maintenant, vous remettez en cause ce système de cooptation, si je parle comme ça. Voilà. Vous entendez faire quoi exactement? Mais je voudrais que le peuple gabonais ait la possibilité de choisir librement ses dirigeants. Ça veut dire que vous allez renégocier les accords avec la France? Pardon? Vous voulez renégocier donc les accords avec la France? Parce que la France ne le fait pas officiellement, malheureusement, en dehors du cas de Léon Bah qui s'est fait au vu sur le tous. Mais le cas du président Bongo, bon, nous avons des éléments qui donnent. Ces éléments, nous les avons mis à la disposition du gouvernement gabonais. Le gouvernement gabonais, nous avons adressé la correspondance au Premier ministre. Nous avons adressé la correspondance au corps constitué en leur disant voilà ce qui se passe réellement dans ce pays. Mais il ne faudrait pas que ça continue. Nous avons même adressé les mêmes documents à l'ambassade de France pour protester contre ce phénomène. Ce n'est pas parce que la France veut disposer de nos richesses qu'elle peut nous empêcher d'avoir nos dirigeants. Très bien. Et nous disons aujourd'hui que cela ne doit pas continuer parce que nous regrettons que à peine le président Bongo mort, la France commence à dire que le successeur inévitable, c'est son fils. Mais il s'est basé elle se base sur quoi? Et jusqu'aujourd'hui, ils tiennent à peu près le même langage. Nous sommes un pays souverain, non? De quoi la France se mêle en tenant un tel langage? Moi, je tiens à diriger le Gabon. Il ne faudrait pas que la France m'empêche de diriger le Gabon. Bien, ne vous fâchez pas, monsieur. Je ne me fâche pas, mais c'est une manière de m'exprimer. Il ne faut pas vous fâcher, sinon les Français vont aussi se fâcher. Mais vous imaginez, M. Koumba, ils partent de 630 soldats. 630 soldats, il y a au début de l'année, à 6000 soldats. Est-ce que vous pourriez diriger le Gabon? Au Gabon? À la base de... Mais ils sont dispersés partout. Mais donc, 6000, on ne sait pas où est le danger. Est-ce que les Gabonais ont décidé de s'en prendre à eux? Nous disons que nous ne voulons pas des relations de domination. Nous voulons des relations de partenariat, où il y a le respect réciproque. Seriez-vous donc pour la fermeture de cette base? Mais nous l'avons déjà fait quand nous avons adressé un mémorandum au président Sarkozy quand il était ici en 2007, en lui disant que la coopération signifie la réciprocité. Et où en est le dossier? Mais vous savez, assez souvent, on fait semblant de n'avoir rien reçu. Quand bien même l'ambassadeur de France de l'époque qui était là nous a rassuré qu'il a transmis les dossiers et qu'il disait que nous aurons la réponse appropriée le moment venu. Mais je crois que la réponse appropriée, c'est cet effectif qui passe de 630 à 6000. En matière d'intégration régionale, oui, le fonctionnement des institutions irrelatives sont-elles conformes à vos projets? Ben, là, pardon. En matière d'intégration régionale, oui, est-ce que le fonctionnement des institutions irrelatives sont conformes à vos projets de société? Bon, merci. Je voudrais également dire que les relations que nous établirons avec le reste du monde devront être basées sur le principe de gagnant-gagnant. Nous avons donné l'impression, tout pendant les 42 ans, que nous ne devrions pas défendre nos intérêts, que nous devrions plutôt faire très attention aux demandes et aux sollicitations des autres sans tenir compte de nos propres intérêts. Quant aux structures régionales, nous disons que il faudrait que ces structures soient l'émanation des peuples. Parce qu'aujourd'hui, l'ensemble de ces structures sont des structures administratives qui ne correspondent pas à la réalité locale, à la réalité que vivent les différents peuples de ces communautés. On aurait l'impression que nos différents chefs d'État veulent créer des clubs qui leur permettent de se retrouver, mais il n'y a pas des objectifs bien précis,
Il n'y a pas des objectifs bien déterminés pour que l'ensemble de ces populations se rendent compte que nos différents chefs veulent l'unité de l'ensemble de l'Afrique centrale. Si vous aviez des réformes à initier, elles iraient dans quel sens? Mais on commence, je ferai d'abord le point de la situation avant de proposer des réformes. Je discuterai avec nos pairs de manière que nous déterminions ensemble l'orientation à donner à ces différentes institutions. Nous avons un problème important, c'est le problème de la monnaie. Le franc CFA va-t-il être éternellement la monnaie garantie par la France pendant combien d'années, pendant combien de siècles? C'est un sujet. Monsieur Luc Bengono, oui. On pourrait penser que... Je suis le président, je vous en prie. Oui. On pourrait penser que l'arrimage du franc CFA au Trésor français est une sécurité pour les économies de la sous-région. Est-ce qu'il n'y a pas le risque, justement, en battant notre propre monnaie, de faire faillite? C'est ce qu'on vous fait croire. Quelle est la monnaie qui ne fait pas faillite dans le monde? Et d'ailleurs, ce sont ces faillites qui font en sorte que les économies se ressaisissent, se réorganisent. Ça peut arriver à n'importe quel pays. Mais ce n'est pas cela qui doit justifier le fait que pendant 40 ans, 50 ans, le CFA soit arrimé au Trésor français. Nos économies sont-elles préparées? D'ailleurs, nous proposons, si nous passons au pouvoir, je sais que la France ne l'apprécierait pas, que chaque zone monétaire envoie 2 représentants à la direction du Trésor français pour voir les différents mouvements qui s'effectuent à ce niveau-là. Est-ce que nos économies sont préparées déjà à cela, monsieur? Mais nous avons des banques centrales qui ont quand même des spécialistes, monsieur Mundunga. Bien. Nous avons des banques centrales, une banque centrale. 2 questions qui vous restent. À Yaoundé, nous avons une autre en Afrique de l'Ouest qui sont dotées de cadres compétents, d'ailleurs formés par la France. Que représente pour vous l'Union africaine? Est-ce le prolongement du panafricanisme prôné par les pères fondateurs de nos indépendances? Mais nous revenons toujours au même phénomène. C'est-à-dire que l'Union africaine est une institution, mais est-ce que nous créons l'Union africaine pour imiter les autres? Est-ce que nous faisons l'Union africaine en nous fixant certains objectifs, en nous disant notre l'horizon 2030, nous aurons un gouvernement africain. Il faudrait qu'il y ait moins d'influence des pays occidentaux en Afrique. Vous savez, il y a une partie qui dépend de la France, les anciennes colonies françaises, où il y a l'influence de la France. Il y a des anciennes colonies anglaises, où vous retrouvez l'influence de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Et vous avez l'influence des pays Maghreb, qui sont des pays musulmans. Vous avez l'ensemble de ces phénomènes-là dont il faut tenir compte. Et pour que vous puissiez constituer une entité, il faut une analyse approfondie. Et nous avons l'impression que certains vont un peu plus vite. À un moment donné, je crois qu'au niveau de l'Union africaine, on avait conseillé le renforcement des unités régionales. Et en renforçant les unités régionales, progressivement, on dégagerait les priorités au niveau africain. Vous appelez à la réforme de l'Organisation des Nations Unies. Oui. De quoi voulez-vous parler exactement? Mais cette réforme avait déjà été envisagée depuis plusieurs années déjà. Et nous nous posons la question de savoir pourquoi cela ne se réalise pas. Il y a 5 représentants permanents aux Nations Unies. Il faut que des pays africains, eux aussi, un poste permanent aux Nations Unies. Mais si dans le temps, cela avait été institué alors que nos États étaient des colonies,
Mais maintenant qu'on estime que nous sommes indépendants, il n'y a pas de raison que des pays comme l'Afrique du Sud, le Nigeria et autres pays ne puissent pas représenter l'Afrique au sein de l'ONU. Il faudrait également qu'on revoie les mécanismes d'intervention, qu'on revoie les relations qui peuvent exister entre ces unités, ces entités qui existent avec l'Afrique et surtout les pays africains. Est-ce qu'on tient compte de nos avis? Vous remettez en question les programmes d'ajustement structurel dictés par les institutions de Bretton Woods. Pouvez-vous nous dire un peu ce qui dicte votre décision? Mais vous savez, ce n'est pas encore une décision. Nous disons que la plupart des décisions de ces institutions ne semblent pas tenir compte des besoins réels de nos populations. Et si vous examinez les décisions des fonds monétaires, de la Banque mondiale, très très souvent, ils ne tiennent qu'à protéger les capitaux des investisseurs étrangers. Mais est-ce que ce n'est pas nous-mêmes qui prêtons le flanc à cause de notre malgouvernance? Mais si vous pensez que c'est nous qui prêtons le flanc, pourquoi prêtons des fonds à ceux-là? S'ils savent que la gestion ne se ferait pas dans les normes. Il y a certains qui étaient au pouvoir depuis plus de 40 ans. Et quand j'étais fonctionnaire, nous nous sommes aperçus que pendant longtemps, certains emprunts extérieurs ne passaient pas par nos services. Je le disais d'ailleurs tout à l'heure, qu'il faut absolument qu'on nous fasse le développement de l'encours de la dette gabonaise. Expliquez ça bien aux téléspectateurs. Oui, je voudrais dire que nous payons la dette à l'extérieur. Nous avons pris ces emprunts quand? Et c'était pour faire quoi? Il faut que le peuple le sache. On nous dit on doit. On doit à qui? Et pourquoi? Qu'est-ce que nous avons fait avec cet argent? Vous voyez dans quelle situation se trouve le Gabon. Et on dit que le Gabon a une dette très très importante. Mais cet argent est arrivé quand? Et il devait servir à quoi? Donc, puisque vous ne savez pas, vous posez toutes ces questions, ça veut dire que quand vous arrivez au pouvoir demain, vous n'allez pas payer cet argent-là? Je dis bien que je voudrais bien savoir si j'arrive au pouvoir demain, mais qu'on me dise à quoi a servi cet argent et qui l'a donné et à quel moment. Monsieur Koumba, il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre pays. C'est notre pays à nous tous. Moi, je ne suis qu'une petite entité de ce pays. Vous-même, vous êtes un homme politique, Monsieur Luc Bengono. Monsieur Koumba, vous êtes devant quand même les futurs présidents de la République. Ce n'est pas quand même une position que vous pouvez négliger. C'était une position très importante. Mais je suis tout à fait d'accord avec. Et c'est pour cette raison que je vous dis, vous êtes un homme politique. Demain, vous serez président de la République. Vous savez ce que vous allez faire de ce Gabon qui est le nôtre et qui, ma foi, comme vous le déclinez là, se trouve dans une situation peut-être un peu inconfortable. Vous avez donc votre petite idée là-dessus. Bien. Oui. Puisqu'il nous reste à peu près 3 à 4 minutes. Seulement? Oui. On a épuisé tout le temps. On aurait bien voulu rester avec vous pendant longtemps parce que vous avez des choses intéressantes que vous déclinez pour ce pays et surtout le profil que vous voulez donner à ce pays le jour où vous allez être élu, c'est-à-dire le 30 août prochain. Alors, je vous suggérerai, Monsieur Luc Bengono, de vous adresser à votre électorat à l'instant même. Bon, je vous remercie, Monsieur Koumba. Je voudrais dire aux compatriotes que le 30 août prochain est une date très importante pour l'avenir de notre pays. Pendant cette journée, vous devriez déterminer par votre choix quelle est l'orientation que prendra la politique des 7 prochaines années. Je l'ai souligné tout à l'heure. Dans les autres pays, en Pologne, les Polonais ont donné
le pouvoir à Solidarité qui avait combattu pour tirer la Pologne de la domination soviétique. En Afrique du Sud, les Sud-Africains ont donné le pouvoir à Mandela. Moi qui vous parle, je me suis battu pendant 28 ans pour que vous puissiez exercer votre souveraineté, pour que nous ayons la possibilité de construire ce pays ensemble. Il y a des moyens, il y a des possibilités. Et nous l'avons dit tout à l'heure, la plupart des fonds sont utilisés pour résoudre des problèmes qui ne semblaient pas concerner le peuple gabonais. Je compte sur vous. Je compte sur vous parce que dans la vie, il y a des moments où vous devez vous déterminer. Ne vous laissez pas entraîner par ces différents mirages et qui se manifestent exclusivement lorsqu'il y a des élections. Nous disons que nous sommes là, ensemble, nous bâtirons le Gabon. Le Gabon doit être un pays développé et le peuple gabonais être un peuple heureux. Je compte sur vous. Le 30, je serai là à me lever avec vous pour que nous ayons des lendemains meilleurs. À bientôt. Voilà, nous allons faire appel donc à l'hôtesse, comme cela est de coutume, je vais dire, qui viendra vous chercher à votre place pour venir directement sur ce pupitre signer le livre d'or qui est expressément mis là à votre disposition. Voilà, je vous prie de vous lever. Le livre d'or est là, vous avez le stylo. Attention à la marche. Demain, je rappelle que les candidats qui seront et qui sont invités sont Monsieur Jean Eyarondong, qui sera là à 20h, et Monsieur Bruno Ngoussi, qui passera donc en dernier ressort, c'est-à-dire à 22h.
l'orchestre va vous raccompagner à votre place. Et comme ça, elle va nous ramener donc le livre d'or. Ce livre d'or sur lequel vous avez inscrit un certain nombre de notes que nous allons mettre à l'entendement des populations gabonaises, hein, et surtout de vos électeurs, pour voir exactement ce que vous avez fait, pour apprécier ce qui s'est fait aujourd'hui. Bien, vous dites ceci: aujourd'hui, 23 août 2009, lors de cette émission débat organisée à l'occasion de l'élection présidentielle du 30 août 2009, ma pensée va à tous mes amis qui ont commencé ce combat avec moi et qui nous ont quittés. Je remercie le Conseil national de la communication et tous les animateurs de cette émission. Au peuple gabonais, je rappelle cette recommandation du fantôme: partage bien, car tu ne sais pas la part qui te reviendra. Merci, Luc Bengon, ainsi candidat à l'élection présidentielle. Voilà, Monsieur Luc Bengon, ainsi, vous êtes le président du Morena. On va vous appeler Monsieur le Président du Morena. Vous êtes également candidat à l'élection présidentielle, je le rappelle. Et le 30 juin prochain, le scrutin va avoir lieu. Le 30 août, autant pour moi, le scrutin va avoir lieu. Donc, nous vous souhaitons déjà un bon courage, une bonne chance également. Que Dieu vous garde et vous élève donc à l'élection, à la présidence de la République au soir du 30 août. Pas de fraude. Pas de fraude. Et pas de fraude. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, demain nous recevrons deux candidats ici. Il s'agit de Jean Eyerondong, candidat indépendant à l'élection présidentielle. Ce sera à 20h. Et à 22h, nous recevrons le pasteur Ngoussi, candidat indépendant également pour cette élection présidentielle. À demain, même heure.